Bon, eh bien, me revoilà. Je me présente à nouveau pour ce live. Très contente de vous retrouver. Eh bien, je suis Sarah Massengo et j'ai travaillé 10 ans en tant que cadre RH. Et puis, j'ai créé en fait mon entreprise, Time for Action, parce que je ne me sentais pas à ma place dans mon ancienne vie. Et j'aide les femmes vraiment à révéler leur potentiel pour qu'elles puissent s'éclater dans un nouveau job, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur. On a un petit souci de connexion par rapport à tout à l'heure. Aujourd'hui, moi j'aime beaucoup donner la parole à des personnes qui ont un message puissant à faire passer et la thématique d'aujourd'hui ce sera comment faire de son ultra-sensibilité une force et c'est un expert qui va répondre à toutes vos questions que j'ai listées à l'avance. Alors Saverio, j'essaye de vous reprendre, j'espère que ça va fonctionner. Hop, voilà. Et coucou Laurence, bonjour Alexandra, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. J'espère que... Bonjour Ludivine. Eh bien, voilà. Voilà, ça y est, on est arrivé. Avant, un truc comme ça m'aurait fait paniquer. Je crois que je serais partie en pleurant. Mais bon, là, j'essaye de trouver du positif. Félicitations. Merci à vous, Saverio. Je suis très, très contente de vous retrouver. Puis merci d'avoir accepté de partager votre expertise pour aider les personnes de ma communauté, puis peut-être de votre communauté aussi, qui vont regarder ce live. Merci, merci Sarah. Eh bien, je vais juste rappeler la thématique en fait d'aujourd'hui. Eh bien, c'est comment faire de son ultra-sensibilité une force. Voilà. Vous avez vu, Saverio, j'ai bien changé le Oui, terme. Vos conseils. Alors, est-ce que Saverio, s'il vous plaît, donc j'ai listé des questions. Et puis, oui. les personnes qui regarderont le live en direct, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Et puis voilà. Donc, je vous laisse la parole, Saverio. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors déjà, merci infiniment Sarah pour cette invitation, votre bonne humeur, votre pêche, votre voilà, tout ce dynamisme et tous nos échanges passionnants en, en arrière-plan, enfin en préparation de ce moment privilégié ensemble. Un très grand merci à vous. Alors qui je suis? Ben voilà, je suis un être humain comme les autres. Et je pense que c'est ça le plus important. Et en plus, je suis très sensible. Je suis moi-même ultra sensible. Il se trouve que j'ai eu deux enfants qui maintenant sont grands, qui sont eux-mêmes ultra sensibles. Et voilà, et mon métier, je suis psychanalyste et écrivain, et j'ai reçu pas mal de patientes et de patients qui sont très sensibles. Et ce qui fait que depuis une vingtaine d'années, je fais des recherches sur la sensibilité élevée. Et voilà, à peu près, voilà. Très intéressant. Merci pour cette présentation, Saverio. Oui, il y a Ludivine qui dit qu'elle aime bien ce terme ultra sensible. Ben, justement, c'est l'objet de ma seconde question. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir alors l'ultrasensibilité? Vous m'avez dit parler de sensibilité élevée, haute sensibilité. Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, toutes les chercheuses et les chercheurs, nous avons la même position là-dessus, la sensibilité élevée, la sensibilité plus élevée que la moyenne existe depuis toujours, hein. Depuis que les humains sont des humains, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et donc dans l'histoire de l'humanité, on a des textes qui sont soit des textes médicaux, soit des textes littéraires ou des témoignages de personnes qui sont plus sensibles que les autres. Depuis 1996 ou un tout petit peu avant, Hélène Aron est la première à avoir vraiment parlé de sensibilité élevée ou de haute sensibilité, hein. Elle dit highly sensitive person, c'est-à-dire personne dont la sensibilité est élevée ou personne à haute sensibilité. Et on est quelques-uns comme ça, quelques-unes et quelques-uns à chercher dans ce domaine. Donc, la dernière étude en 2018 montre, et ce sont deux études, hein, une sur les enfants préadolescents de 10 à 15 ans et l'autre sur des adultes. Ces deux études en 2018 montrent qu'il y aurait dans le monde 30%, 31% exactement d'après ces études, même si ce sont toujours des chiffres à peu près, on ne peut pas savoir exactement, mais il y aurait à peu près un tiers de la population qui serait concernée par la grande sensibilité, par la haute sensibilité. Donc vous vous rendez compte, ça fait une personne sur trois. Ça, c'est très important. Alors qu'est-ce que c'est cette sensibilité particulière, puisqu'il y a certains auteurs aussi qui disent sensibilité particulière, cette sensibilité élevée ou cette haute sensibilité, elle se caractérise par cinq grandes
caractéristique. Donc déjà, c'est un tempérament. C'est un tempérament, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas un problème, ça n'est pas une pathologie, c'est une qualité d'être, on va dire. La première grande caractéristique, c'est, et qui est d'ailleurs la définition scientifique de la sensibilité élevée, la première caractéristique, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. Le traitement sensoriel approfondi des informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes très sensibles, nous avons tendance à observer, à beaucoup observer, nous avons le sens du détail et nous n'allons pas faire de tri dans tous les détails, dans toutes les informations que nous recevons. Au contraire, nous allons prendre le temps d'accueillir ces informations, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles, intuitives ou autres. Nous allons prendre le temps d'explorer chacune de ces informations. Donc, première caractéristique, traitement sensoriel approfondi des informations. Et sensoriel est important, c'est-à-dire que nous faisons un traitement qui est à partir de nos 5 sens. Ça reste pas intellectuel, ça passe par notre sensibilité. Deuxième caractéristique qui en découle s'appelle l'hyperstimulation. C'est que très rapidement, ce flot d'informations, sensorielles, émotionnelles, intuitives, etc., ce flot d'informations va nous amener à la saturation. Et c'est pour ça que nous disons c'est trop fort, ou j'en peux plus, ou on a besoin de se retrouver seul. La saturation va donc demander que nous ayons régulièrement dans la journée des pauses, des moments d'arrêt. Troisième caractéristique, elle concerne les émotions. Les personnes hautement sensibles, nous avons plus d'émotions, des émotions plus variées, plus intenses, plus durables. Et en plus, nous sommes des éponges, nous sommes sans filtre face aux émotions des autres. C'est-à-dire que nous allons recevoir complètement les émotions des autres. Et si nous entrons dans un groupe, dans un restaurant, ou si nous arrivons au travail, nous allons tout de suite sentir l'ambiance du groupe, du restaurant, de la boutique, du travail, de l'endroit où nous allons, ou de la famille quand on arrive en famille. Et on sent si ça va bien, si ça va pas, s'il y a quelque chose de tendu ou pas. Est-ce que le terme hyper empathique, ça peut un peu résumer ça ou pas, Saverio? Alors, ça ne le résume pas, non. Ça peut y correspondre, mais ça ne le résume pas. Parce que dans la grande empathie, dans l'hyper-empathie, il y a le fait d'être très touché par tout ce qui arrive aux autres. Donc effectivement, les ultrasensibles sont souvent hyper-empathiques ou ultra-empathiques. Ils sont très très empathiques et vont avoir des sensations. Par exemple, une personne malade, on entre dans une pièce, il y a une personne malade. Si on se connecte à cette personne, on peut même sentir dans son corps l'endroit où elle est malade, en se disant, tiens, c'est bizarre, j'avais pas ça quand je suis entré. Et ça, c'est l'hyper-empathie. Donc effectivement, c'est lié à ces 3 premières caractéristiques d'ailleurs à toutes les caractéristiques de la sensibilité élevée. 4e caractéristique, c'est le sens des nuances et des subtilités qui fait que nous sommes très, très attentifs et attentifs à la communication implicite, les intonations de la voix, les mimiques, les grimaces, la gestuelle, les postures, tout ce qui est non verbal, nous allons le percevoir et ça nous apporte des informations. Ce qui fait que quand une personne, et ça arrive malheureusement souvent, surtout depuis cette grande mode de la pensée positive, quand une personne nous dit quelque chose avec un grand sourire et que dans son discours on a l'impression qu'elle nous fait un compliment ou qu'elle dit quelque chose de plutôt sympa, si tout le reste de sa communication, non verbale, un rictus, une grimace, elle se tourne en même temps qu'elle dit ça, ou elle lève les yeux au ciel, etc. Si cette personne envoie d'autres messages plus profonds qui viennent en contradiction avec ce qu'elle vient de dire, bien évidemment, nous, personnes hautement sensibles, hypersensibles ou ultrasensibles, nous allons d'abord percevoir ce qui se passe dans le corps, l'intonation, la voix, les mimiques, les gestes de cette personne. Et c'est ça que nous allons plutôt retenir. Et après, nous allons nous demander, mais pourquoi elle ou il m'a dit ça alors que je sens bien qu'elle ou il n'était pas à l'aise avec moi. Donc ça, c'est la communication non verbale. 4e caractéristique. Ce sont les caractéristiques qui ont été trouvées par Hélène Aron et son mari Arthur Aron. Et la 5e caractéristique qui est venue s'ajouter après,
a été découverte par deux chercheurs anglo-saxons, un pédiatre américain qui s'appelle Thomas Boyce, qui a cherché pendant 40 ans sur les enfants orchidées. Les enfants orchidées, c'est les enfants particulièrement sensibles, hein, hautement sensibles, et un biologiste britannique qui s'appelle Michael Plus. Ils ont trouvé que les personnes hautement sensibles, ou les orchidées, nous avons une façon particulièrement forte de répondre ou de réagir à notre environnement. Qu'est-ce que ça donne? Alors, on va prendre l'exemple des enfants parce que c'est le plus caractéristique et le plus impressionnant. Quand un enfant grandit dans un environnement brutal, stressant, violent, maltraitant, etc., il va être un enfant orchidée, un enfant très sensible. Il va être plus malade que les autres enfants, plus longtemps malade, plus souvent malade. Il va se On est malade, en blesser. fait, des maladies, enfin, il va Toutes les attraper des maladies. maladies. Toutes les maladies, Toutes d'accord. les maladies. Alors ça commence bien sûr par des rhinopharyngites, par le mal au ventre, par les maladies les plus simples, mais ça peut être plus grave que ça. Ce sont des enfants qui vont aussi se blesser plus facilement. Ce sont des enfants qui vont être plus facilement rejetés, qui vont être plus déprimés, plus anxieux et à l'adolescence avoir des tendances suicidaires. En revanche, les mêmes enfants, exactement les mêmes enfants orchidées, très sensibles donc, dans un environnement porteur, bienveillant, attentif, respectueux, qui fait des compliments, qui encourage et qui respecte et qui aime, ces mêmes enfants, ils vont être en meilleure santé que les autres, ils vont mieux réussir à l'école et ils vont avoir de meilleures relations sociales. Et ça s'appelle la sensibilité avantageuse, c'est-à-dire que nous avons cette capacité de mieux profiter de tout ce qui est bon dans la vie, et notamment de tout ce qui est positif et qui est bon dans notre environnement. Mais en revanche, si l'environnement n'est pas porteur, on va être beaucoup plus marqué, impacté par les critiques, les reproches, les attaques, les moqueries, mais bien sûr tout ce qui est malveillance. Ah, Voilà ok. les 5 caractéristiques. Alors, Saverio, je parle aussi au nom des personnes, parce que voilà, j'en ai parlé à mes clientes, etc., que j'allais vous interviewer. Vraiment, en tout cas, c'est une délivrance, Saverio, et je remercie vraiment votre travail, parce que à travers ces caractéristiques, je sais que la plupart des personnes qui regarderont ce live vont se reconnaître et de se dire, en fait, c'est tout à fait normal et c'est une délivrance. Moi, je sais qu'il y a un an, j'ai découvert vos travaux dans le magazine Les Chemins, et quand j'ai lu tout ce que vous décrivez, je me suis dit, mais incroyable, quoi. En fait, ce n'est pas une maladie. C'est très important ce que vous dites, Sarah. Ce n'est pas une maladie, ça n'est pas un problème, et c'est simplement un atypisme qui concerne un tiers de la population. Donc on pourrait dire que nous sommes neurosensoriellement atypiques par rapport à la majorité de la population. Et dans la majorité de la population, il y a 40% de personnes qu'on appelle les tulipes, qui sont des personnes moyennement sensibles, et une 20% ou 25% de personnes qui sont ce qu'on appelle des pissenlits, des personnes peu sensibles. C'est-à-dire que si une personne hautement sensible orchidée rencontre une personne peu sensible pissenlit, notamment au travail par exemple, c'est difficile. À la limite, avec les tulipes qui sont moyennement sensibles, on arrive à s'en sortir. Mais avec des personnes vraiment peu sensibles, c'est difficile parce ils vont toujours avoir l'impression qu'on en fait trop. Donc, selon leurs normes à eux, des personnes peu sensibles, selon leurs normes à elles, ben oui, on va paraître excessivement sensible puisqu'on est beaucoup plus sensible qu'elles. Selon la norme moyenne des tulipes, ben, ils vont se dire oui, bon, celle-là, elle exagère peut-être un peu, ou elle est différente, ou il est différent. C'est moins difficile à vivre. Mais comme on est, parce que Sarah, il y a cette question-là, mais il y a aussi la culture dans laquelle on baigne. Et les cultures dans lesquelles on baigne en Occident sont des cultures rationnelles, techniques, mécanistes, et aussi il y a encore beaucoup de place pour le machisme et le paternalisme. Des cultures dans lesquelles la sensibilité, elle est soit niée, soit évitée. On a l'impression qu'on est tous des ordinateurs, des machines et qu'on n'a pas de sensibilité. Et parfois, la sensibilité, elle est même mal vue. C'est-à-dire qu'on va dire, la sensibilité, c'est une faiblesse. Et donc, dans l'environnement culturel, des personnes comme vous et moi et que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sommes très sensibles, qui faisons partie de ces neurosensoriellement atypiques
d'un tiers de la population, on nous a dit, tu es trop sensible, tais-toi, arrête de t'exprimer comme ça, ne pleure pas, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est tout petit? On a diminué notre sensibilité, ou au moins, on a arrêté de l'exprimer autant, de la faire voir autant. Et on s'est dit, j'ai un problème, donc je vais filer doux, je vais faire attention à ce que je dis et ce que je ressens, parce que sinon, on va sans cesse me dire que je ne suis pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et c'est ça, c'est pas notre sensibilité le problème, c'est notre adaptation à une société non sensible ou une société hyposensible, comme l'a dit Christophe André le premier en 2018. C'est notre adaptation à une société hyposensible qui fait qu'on souffre. Ouais. Et c'est très juste, là, il y a une question, une personne qui posait la question par rapport au pourcentage. Vous avez dit 1 sur 3, c'est ça, hein? La proportion. Il y a une personne sur trois à peu près, donc un peu plus de 30% de la population, qui est caractérisée, qui est concernée par la sensibilité élevée. C'est énorme. Ça veut dire que où qu'on aille, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos entreprises, en politique, dans les hôpitaux, partout, 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 une personne sur trois est hautement sensible. C'est énorme. Donc, Jean, je bois vos paroles et merci vraiment pour ce que vous faites parce que ça fait du bien de se dire que il y a plusieurs personnes qui sont comme nous et que finalement, on en parlera tout à l'heure, que ça peut être une force. Mais vraiment, Saverio, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, comment faire pour s'adapter? En fait, justement, on a tendance à s'adapter. Mais comment faire pour pouvoir accepter notre sensibilité? Je ne sais une sous-question derrière, c'est qu'on avait préparé, je reste dans le thème, hein. Je regarde les questions, j'essaie de pas tout dévier. C'est que par rapport aux pleurs, par exemple, on a tendance à réprimer nos émotions. Vous avez dit que les personnes sensibles voilà, peut-être des émotions qui sont peut-être un peu exacerbées, supérieures à la moyenne. Comment faire pour pouvoir, c'est par exemple pleurer. On n'ose pas pleurer. En tant que personne ultra sensible, on pleure. Comment faire face à ça? Parce que c'est souvent mal vu de pleurer. Sarah, l'union fait la force. Et c'est parce que nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rendre compte que nous sommes hautement sensibles, que nous sommes ultra sensibles, que nous allons pouvoir pleurer ensemble, rire ensemble, se mettre en colère ensemble, danser ensemble, et se prendre dans les bras ensemble, parce qu'il y a aussi le sens du toucher qui compte. Faire des bons plats, porter des bons parfums, tout ça, les 5 sens, c'est très important. Et le fait que nous soyons de plus en plus nombreux et nombreux à dire je suis hautement sensible, je suis hypersensible, je suis ultra sensible, je suis très sensible, ou il y a même des personnes qui disent je suis sensible, parce que déjà dans une société où on n'aime pas la sensibilité, le simple fait de revendiquer sa sensibilité en disant je suis sensible et j'en suis fier, c'est déjà énorme. Et donc, en étant de plus en plus nombreux et nombreux à pleurer en public, ou à rire en public, hein, à exprimer nos émotions sans les cacher, sans les réfréner, sans rien faire contre nos émotions, nous sommes finalement la locomotive d'une nouvelle société, d'une nouvelle culture dans laquelle on n'aura plus peur d'exprimer nos émotions parce qu'on saura, grâce à ce que vous faites, à ce que je fais, à ce que tellement de personnes maintenant font en faveur de la sensibilité des émotions, on saura que vivre une émotion, c'est la santé. C'est la santé psychique. Une émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient nous donner des informations sur la situation relationnelle que nous sommes en train de vivre. Donc l'émotion, elle est très précieuse. Si je suis en colère, c'est que quelqu'un me marche sur le pied ou m'empêche de m'exprimer ou me dit quelque chose qui ne me fait pas plaisir ou m'exploite ou commet une injustice envers moi ou envers quelqu'un d'autre d'ailleurs. Hein, ça peut être envers quelqu'un d'autre. Donc ma colère, elle est là pour me dire qu'il y a quelque chose d'injuste ou d'inacceptable qui est en train de se passer. Elle est donc très importante. Après, que ce soit la colère, la peur, la honte ou les autres émotions, que socialement on nous dise, bon ben d'accord, tu es en colère, mais j'aimerais que tu exprimes ta colère de façon qui ne soit pas trop explosive ou pas trop violente, parce que c'est difficile au travail, ou ailleurs, des colères aussi explosives et volcaniques. Hein. Ça a été mon cas pendant très très longtemps. Je suis quelqu'un de volcanique et d'explosif. Donc j'ai essayé d'apprendre par moi-même ou en thérapie comment faire en sorte pour exprimer mes colères de façon moins explosive. Mais c'est pas pour autant que j'arrête d'exprimer mes colères. Maintenant, je vais essayer d'exprimer mes colères de façon factuelle, en étant plus posé, le plus posé possible. Ou alors, si je sens que je suis prêt d'exploser, je vais faire un tour,
J'attends que ça redescende et je viens dire pourquoi je suis en colère. Ben, c'est pareil pour la peur. Les peurs sont naturelles, elles font partie de la vie humaine. En plus, dans un environnement anxiogène, avec la pandémie, on nous en a mis des tonnes de peurs. Donc, c'est naturel et c'est sain d'exprimer nos peurs. La seule chose que nous sommes en train d'apprendre, nous les personnes très sensibles, c'est à ne pas rester indéfiniment dans nos peurs. Une fois que j'ai exprimé ma peur, ben, je peux passer à autre chose. Et c'est pareil pour toutes les émotions. Donc c'est important d'exprimer nos émotions et que les autres sensibles face à nous, plus ou moins sensibles, en tout cas si on est entre hautement sensibles, entre ultra sensibles, eh bien nous acceptons que l'autre exprime ses Mm. émotions. Par exemple, même entre ultra sensibles, il y en a qui sont pas très habitués aux pleurs, ou pas très habitués à la colère, ou pas très habitués à la peur. Eh bien, on va s'habituer mutuellement à accueillir les émotions des autres. Tiens, Mm. elle a peur de ça. Moi, j'ai pas peur de ça, mais elle a peur de ça. Donc, je l'accueille. Mm. Tiens, lui, il est triste, il pleure pour ça. Moi, ça ne me rendrait pas aussi triste, mais lui, il pleure pour ça. Eh bien, je l'accueille, etc., etc. Et en accueillant nos émotions difficiles, on va pouvoir accueillir encore plus facilement nos émotions de bonheur, nos émotions de Mm. joie, nos émotions d'enthousiasme, nos émotions de plaisir, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est magnifique ce que vous dites, en fait, finalement, parce qu'en osant exprimer ses émotions, ça va permettre à d'autres de faire pareil, parce qu'ils ont été conditionnés, etc. Mais c'est extrêmement difficile. Là, je lis les commentaires en même temps, j'essaye de, bon, voilà, de regarder. Il y a des personnes qui disent, j'ai pleuré au travail, j'ai été pointée du doigt, j'ai voulu me cacher parce que je n'osais pas pleurer en public. Et en fait, il y a aussi cette chose, on se dit, on est différent. Et étant donné qu'il y a peu de personnes qui montrent ça, surtout dans le monde du travail, moi j'ai travaillé en tant que cadre, où j'ai bien vu aussi comment ça se passait enfin, l'envers du décor, c'est qu'on réprime vraiment tout. Donc, est-ce que vous avez des clés justement pour les personnes qui nous regardent, qui regarderont ce replay, et après, on pourrait débattre pendant des heures et ça nécessite peut-être une longue thérapie, mais de se dire, moi, j'exprime en fait mes émotions. J'ai envie de pleurer, je le fais. J'exprime ma colère, mais en étant factuelle, en se détachant justement de cette image, parce que le regard des autres, tout en sachant qu'on va être différent. Oui, alors c'est très important. Je vais répondre en vrac parce que votre question est très riche, Sarah. Je vais répondre un peu à tout ce que vous avez. C'est très bien. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien. La première chose, c'est que je parle de révolution sensible depuis des années, justement pour que nous, les personnes hautement sensibles, ultra sensibles, etc., nous osions créer un nouveau modèle culturel dans la société, un nouveau modèle relationnel au travail, en famille, dans le couple, avec les enfants, à l'école, dans les hôpitaux, dans les transports en commun, partout, dans l'armée, en politique, etc. Une révolution sensible. La révolution sensible, c'est une révolution non violente. On ne va pas descendre dans la rue, sauf si on a envie de chanter, de danser, de s'embrasser. Mais c'est au jour le jour, au quotidien, exprimer nos émotions, dire notre sensibilité, dire à quel point c'est merveilleux d'être sensible, dire de quelle façon la sensibilité c'est le plus beau joyau des êtres humains. La sensibilité c'est notre trésor et que donc nous devons, comme elle est précieuse, nous devons en prendre soin et l'exprimer de façon belle. Donc ça c'est la révolution sensible. Après concrètement comment ça se passe? C'est que petit à petit, on ose dire je suis sensible ou je suis très sensible ou je suis ultra sensible, ce qu'on veut. Comme ça, les autres vont s'habituer. Ils vont voir qu'une personne sur trois se dit je suis très sensible ou je suis hautement sensible, je suis ultra sensible. Ils vont se dire ah tiens, tiens, il y en a tant que ça. Oui, eh ben il va falloir vous habituer. C'est ça qu'on va leur dire. Il va falloir vous habituer les cocos. C'est que maintenant, nous n'allons plus nous écraser, nous n'allons plus nous taire. Hein. C'est comme la libération de la femme, la libération des homosexuels ou des transsexuels, la libération de toutes les populations colorées sur la planète. Hein. Vous en savez quelque chose, Sarah. Ça a été des générations de personnes qui se sont affirmées pour pouvoir exister avec les autres, avec leurs différences. Eh bien, la sensibilité élevée, qui concerne un tiers de la population, c'est une différence, comme la différence de la couleur de la peau, comme la différence de genre, comme la différence de l'orientation sexuelle. Et nous avons besoin de vivre et de nous affirmer tels que nous sommes, sans rien enlever à ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes, c'est très bien.
Et les autres vont finir par s'habituer. Et ça va être très bien pour tout le monde. Donc, si nous avons des émotions, nous les accueillons. Alors ça maintenant, toutes les neurosciences le disent et la neurobiologie aussi. Quand une émotion arrive, c'est une information du corps. Donc nous l'accueillons et nous prenons le temps. Généralement, il n'y a pas besoin de plus d'1 ou 2 minutes pour accueillir une émotion. Qu'est-ce que je ressens là vraiment? Ça picote dans mes mains, j'ai de la sueur sur le front, j'ai la gorge qui se serre, j'ai l'estomac qui se noue, je me sens tendu dans les épaules, j'ai les pieds froids, les mains froides. Chacune et chacun de nous a des sensations différentes en fonction des émotions. Donc on accueille les sensations qui viennent se manifester au moment de l'émotion. Comme ça, notre système nerveux autonome, le fameux nerf vague, et le cerveau traitent l'information. Si ça ne suffit pas, je vais vous montrer quelques gestes qui aident. Si ça ne suffit pas, on peut faire ce geste d'avant en arrière et je vais vous expliquer pourquoi. Quand nous avons une émotion, on a un centre nerveux dans le cerveau qui s'appelle l'insula et l'amygdale, alors surtout l'amygdale. L'amygdale va s'activer. Si l'amygdale s'active beaucoup, l'émotion est très forte. En revanche, si je permets à mon cerveau frontal devant de s'activer à la place de l'amygdale en me disant tout va bien, je suis très sensible, je le sais, c'est merveilleux, je vais boire un verre d'eau, je vais faire un tour, ou je vais écrire ça dans mon carnet, ou j'en parlerai ce soir à mon compagnon, ma compagne. Voilà, on sait ce qu'on peut faire par rapport à ce qui se passe. On active la zone frontale du cerveau et ça calme l'amygdale. Et si ça ne suffit pas, on pense simplement qu'il y a un circuit entre le front, la zone frontale et l'amygdale, un circuit nerveux qui peut s'activer et qui va calmer l'amygdale. Donc en faisant ce geste, alors je ne sais pas si vous me voyez, les mains qui partent du front pour aller vers l'arrière de la tête, en faisant ce geste en soufflant, on donne à notre cerveau l'information que ce centre au niveau du front peut donner un bon signal qui va calmer notre amygdale. Et donc on aide notre système nerveux et notre cerveau à calmer le jeu. Donc ça, c'est un geste tout simple qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est fermer les yeux, poser les mains, la tête dans les mains, et on reste comme ça 1 minute au moins. Le simple fait de fermer les yeux. Est-ce que je me permets de vous poser une question entre-temps? Est-ce que ça, c'est quand on a du mal à gérer nos émotions? C'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que ça peut être combiné à de la méditation? Alors, je vais venir à la méditation après, d'accord? Donc, pour l'instant, les gestes qui aident. Quand on n'a pas le temps de faire 10 ou 20 minutes de méditation, il y a des gestes pratiques qui aident. Donc, un de ces gestes, c'est soit de fermer les yeux tout simplement, soit de fermer les yeux, de les poser sur les paumes des mains. Et on reste 1 minute au moins comme ça. L'autre geste, c'est celui que j'ai montré d'avant en arrière, du front vers l'arrière de la tête, un peu en descendant. Et on donne l'information au cerveau de faire son travail d'apaisement de l'émotion. Un troisième geste qu'on peut faire quand on est debout et qui correspond au mouvement de base du Qigong, c'est de presser les mains du haut vers le bas en soufflant lentement. Qui correspond aussi du point de vue métaphorique. On donne au corps l'information, je fais baisser la pression dans mon corps. Et on fait ça en soufflant lentement. Parce que quand on souffle lentement, et là on en vient à la cohérence cardiaque, quand on souffle lentement, on donne aussi au cœur l'information qu'il n'a pas besoin de s'agiter, qu'il n'y a pas de danger autour de nous et que l'émotion peut se calmer. On peut aussi, comme on fait en sophrologie, sentir ses pieds. Simplement, je sens mon pied gauche, je sens mon pied droit, je sens mes 2 pieds dans mes chaussures ou dans mes chaussons, posés par terre si je suis pieds nus. Je sens mes pieds. Et on redescend la tension de la tête vers les pieds. Et un dernier mouvement, il y en a plein d'autres, mais ceux-là, c'est ceux qui marchent le mieux, qui fonctionnent le mieux. Un dernier mouvement, c'est le signe de l'infini. Je vais essayer de le faire petit pour que vous le voyez. Le signe de l'infini que je dessine devant moi. Et je le fais lentement. Là, je le fais tout petit pour que vous le voyez sur l'écran, mais je le fais lentement. Et petit à petit, ça
réactive les ondes alpha du cerveau, qui sont les ondes de la tranquillité. Je fais ça avec une main, puis après je le fais avec l'autre main. Je fais un 8, comme si j'avais un stylo dans les mains ou une craie, et que je dessine un 8 allongé, le signe de l'infini, sur le tableau. Ça, au bout d'un moment, c'est hypnotique, ça vous calme. Et puis un petit dernier encore, allez. On, Il n'y a que des on ouvre, que vous nous délivrez aujourd'hui, c'est sérieux. on ouvre ses mains tranquillement, on les referme. On ouvre ses mains un peu, on les referme. On ouvre ses mains un peu, on les referme. Effectivement, je vois, c'est la méthode Vitose. Oui, tout ça, ça peut faire partie de la méthode Vitose et des nouvelles méthodes de neurobiologie. Donc tous ces gestes-là, je vous les ai montrés un peu vite pour vous les expliquer. Bien sûr, vous les pratiquez lentement, en soufflant doucement. Si on apporte de la douceur à son corps ou à soi-même, on peut aussi frotter ses bras comme ça. Avec douceur et amour, on frotte ses bras. On fait attention à ce que sa mâchoire soit bien détendue, parce que quand on serre les dents, c'est pas bon. Donc on détend sa mâchoire et on frotte ses bras. Tout ça, ce sont donc des exercices qui viennent soit de la méthode Vitose, soit de la sophrologie, soit de la somatic experiencing, qui est une méthode américaine qui est très très efficace. Voilà, donc pratiquez ça tous les jours. J'en viens à la méditation. Qu'est-ce qui est intéressant dans la méditation? Parce que je sais qu'il y a des ultra-sensibles qui n'aiment pas méditer. Qu'est-ce qui est intéressant dans la méditation et qu'on peut trouver aussi dans d'autres façons de faire? La première chose, c'est de se poser, de ne rien faire et d'être dans le silence. C'est déjà ça la méditation, c'est de s'asseoir en silence, ou pour celles et ceux qui préfèrent, de s'allonger en silence. Donc, je me pose dans le silence, et le simple fait de ne rien faire en silence, ça nous apaise. La deuxième chose qu'on a découverte dans les études d'imagerie médicale dans la méditation, c'est que la méditation nous demande de focaliser notre attention sur la respiration, ou sur nos sensations, ou sur notre posture, ou sur un mantra. Je vais bien, tout va bien, je suis bien, j'aime la vie. Enfin, on peut créer les mantras qu'on veut. Donc, on va focaliser son attention sur quelque chose. Et le simple fait de focaliser son attention sur le corps, sur la respiration, sur les sensations, sur la posture, sur un mantra, sur ce qu'on veut, ou sur ce qu'on a devant soi. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je médite les yeux ouverts de temps en temps, comme ça me permet de regarder les oiseaux, le jardin, etc. En focalisant l'attention sur autre chose, le cerveau arrête de se focaliser sur les émotions difficiles, sur la critique qu'on nous a faite, sur le dossier qu'on n'a pas rendu, sur les transports qui nous fatiguent, sur la pandémie qui n'en finit pas et qu'on en a marre, etc., etc. J'ai vu passer les fleurs de Bach. Donc oui, bien sûr, les fleurs de Bach aussi, c'est très utile. Donc, tout ça, dans la méditation, ça peut aider. Donc, celles et ceux qui aiment la méditation, méditez. Celles et ceux qui n'aiment pas la méditation, vous n'avez pas besoin de vous forcer à méditer. Vous pouvez simplement savoir que de temps en temps, vous avez besoin de pause, de fermer les yeux, d'être dans le silence, d'écouter une musique douce, à la limite, ou de simplement focaliser votre attention sur autre chose que ce que vous avez vécu dans la journée. Donc, le corps, la posture, la respiration, les sensations, par exemple, ça aide énormément. Et la dernière chose que j'ai découverte, et dont on parle encore trop peu parce que c'est encore plus efficace que la méditation, ce sont les postures d'équilibre. Celles et ceux qui font du yoga, celles et ceux qui font du yoga, du ski, du surf, de l'escalade, de la danse, le savent très bien. Dès que je demande à mon corps de rester en équilibre, surtout si je vais fermer les yeux un moment, ça entraîne le cervelet et d'autres endroits du corps comme l'insula. Ça nous fait vraiment focaliser sur la posture d'équilibre et ça a le don de calmer les plus grosses angoisses, les plus fortes émotions. Donc pratiquez l'équilibre tous les jours et comme ça vous reviendrez à des postures d'équilibre que vous aimez. Alors sur la pointe des pieds, ça peut se faire tout simplement sur la pointe des pieds, un pied, deux pieds, tout ce qu'on veut, ou sur une planche d'équilibre, ça existe en yoga aussi, ou des postures de yoga, celles qu'on veut, ou alors on va faire du surf ou du patin à roulettes, ou voilà, tout ce qu'on veut. Même nager fait travailler l'équilibre. Et tout ce qui a rapport avec l'équilibre va nous aider à nous recentrer, à nous rééquilibrer
et dans certains cas, à apaiser les émotions. Merci beaucoup, Mario, parce que là, vous nous fournissez, et je regarde l'heure, une boîte à outils. Et finalement, je pense que tout le monde peut se retrouver, parce qu'on reste souvent focalisé sur la méditation. J'ai vu une personne qui disait, moi, mon cerveau est toujours en ébullition, j'arrive pas. Avec tout ce que vous nous avez partagé, on va forcément s'y retrouver. Il y a une personne qui disait en commentaire, est-ce que vous avez un livre à conseiller qui regrouperait en fait des techniques? Et oui, il y aura un replay du live. Alors, euh, le livre que je recommande le plus tout de même, c'est le dernier qui s'appelle Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester. Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, parce qu'il y a plus le livre avance vers la fin, plus il y a des conseils pratiques. Donc le début du livre, c'est ce que je vous ai dit aussi au début de ce live, c'est-à-dire être fier de notre sensibilité, accepter notre sensibilité, l'affirmer. Donc tout le début, c'est pour qu'on soit bien avec nous-mêmes et ensemble entre ultrasensibles. Et plus le livre avance, plus il y a des conseils concernant le sommeil, l'alimentation, le sport et toutes sortes d'autres choses concrètes pour la respiration, etc., pour bien vivre sa sensibilité. Et après, des exercices particuliers et une méditation que j'ai créé spécifique le matin ou le soir si on préfère, le matin pour bien vivre sa sensibilité. Donc c'est un petit livre facile à lire, lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, que je recommande à tout le monde. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, à la fois dans les études scientifiques et dans certains exercices, notamment pour les enfants, il y a l'hypersensibilité pour les nuls. C'est un gros livre celui-là, hein, l'hypersensibilité pour les nuls, où là vous avez plus d'informations et notamment plus d'exercices. Mais ce que je viens de vous dire là, déjà si vous le pratiquez tranquillement tous les jours, euh, vous allez voir, hein, ça porte ses fruits, hein, ça donne du résultat, ça apporte du résultat. En même temps, je regarde les commentaires et les questions. Est-ce que vous avez 5 minutes, Saverio? Oui, Oui. Alors du coup, ce que je voudrais, je vous remercie vraiment hein, pour les pépites que vous nous délivrez. Ce que je voudrais savoir, c'est que vous nous avez dit, parce qu'il y a des personnes qui ont des enfants aussi et qui m'avaient posé des questions, vous avez bien identifié, vous avez montré les caractéristiques pour reconnaître les personnes enfin, ultra sensibles, ça concerne aussi les enfants. Vous avez parlé d'environnement porteur. Comment faire justement pour, quand on a un enfant qui est très sensible, pour qu'il puisse être dans un environnement porteur, pour que ça puisse être une force finalement, cette sensibilité? alors c'est très important l'environnement, c'est vrai, merci Sarah, j'ai oublié d'en parler. La première chose à faire, et après je viens aux enfants. La première chose à faire, c'est que nous, personnes ultra sensibles ou très sensibles, nous avons besoin de nous créer vraiment de toutes pièces un environnement porteur. Choisir la bonne compagne ou le bon compagnon, c'est fondamental. La personne qui partage notre vie, soit elle est très sensible comme nous, soit elle nous comprend en tant que personne ultra sensible. C'est fondamental. Deuxième chose, prévenir notre famille avec les mots qu'on veut. On peut dire simplement je suis très sensible si on n'a pas envie de dire de coller d'étiquette. Prévenir notre famille qu'on a une sensibilité particulière et qu'on a besoin de douceur, de calme, de compréhension. Choisir très bien ses amis. Et on peut changer d'amis en cours de route parce qu'on se rend compte que même, quelles que soient les qualités de nos amis, ils ne nous comprennent pas suffisamment dans notre grande sensibilité et que nous avons besoin, comme le disait Albert Camus, plus je vieillis, plus j'ai besoin d'être entouré de personnes qui m'aiment. Eh bien, c'est ça. Entourons-nous de personnes qui nous aiment réellement, pas dans les discours, des personnes qui nous aiment réellement, vraiment, des personnes qui nous acceptent comme nous sommes, qui apprécient notre sensibilité. Pas simplement qui font des efforts hein, pour nous accueillir comme nous sommes, mais qui nous aiment, qui nous apprécient, qui nous estiment avec cette grande sensibilité et qui sont vraiment sincèrement capables de nous comprendre. Donc choisissons bien nos amis, choisissons bien le lieu de vie. Le lieu de vie est super, super important. Que ce soit un appartement, une maison, qu'on ait un jardin ou pas, même si on a simplement un pot de basilic dans sa cuisine ou des géraniums sur son balcon, faisons en sorte que notre lieu de vie soit un lieu, alors on pourrait dire ultra feng shui pour les ultra sensibles. Alors, ce serait pas mal de créer comme ça un feng shui spécial ultra sensible, c'est-à-dire qu'il y ait tout ce qu'on aime, les couleurs qu'on aime. Ne vivez pas dans le noir ou le gris, c'est vraiment déprimant, même si ça paraît design. Vivez avec les couleurs que vous aimez, les huiles essentielles que vous aimez,
la luminosité qui est bonne pour vous, les musiques qui sont bonnes pour vous, les plantes qui vous font du bien, avoir un animal de compagnie si vous avez envie, et créez-vous un cocon dans lequel vous pouvez prospérer. Il ne s'agit pas simplement d'être en bonne santé quand on est autrement sensible. On a besoin de prospérer, de nous épanouir. Et c'est vrai, quand je vous écoute, Dario, je me dis, je pense aussi aux personnes que j'accompagne, les personnes de mon entourage et à moi, ça implique aussi s'accepter, mais aussi se dire, on va peut-être être critiqué par nos proches aussi, qui vont pas forcément comprendre. Et en fait, se dire, on proclame haut et fort qu'on est ultra sensible, c'est de se dire, bah, c'est peut-être à nous, peut-être d'éduquer les autres, de leur faire comprendre et de se dire, OK, même si je suis critiquée, ce n'est pas grave, je continue. Et souvent, en fait, on a tendance à se dire, mince, on me dit que je suis bizarre. Moi, enfin, je sais que moi, je pleure souvent. Maintenant que je suis sensible, mon mari, mes enfants, parfois, ils font plus attention. On dit, oh, ben, elle pleure, Sarah, c'est pas grave. Mais en fait, ils ont compris que je suis comme ça et ils sont OK avec ça. Et c'est de se dire, même si je suis critiquée, même si on me prend pour une folle, ce n'est pas grave, j'y vais quand même. Et j'assume qui je suis. Exactement, Sarah. Félicitations. C'est exactement ça, parce que nous sommes des pionnières et des pionniers. C'est-à-dire qu'en exprimant notre haute sensibilité tous les jours avec tout le monde, de toute façon, nous aidons d'autres personnes ultra sensibles, mais nous aidons aussi tous les êtres humains dans une société hyposensible qui veut évincer la sensibilité. Donc, de toute façon, nous sommes le ferment d'une société meilleure, d'un monde meilleur, et nous avons besoin de nous affirmer comme ça. Alors, donc, j'en viens aux enfants et l'environnement porteur. Donc, concernant les enfants, c'est important que les parents acceptent leur sensibilité atypique, leur sensibilité forte ou leur sensibilité différente, que les parents acceptent leur enfant avec cette sensibilité-là, quelle qu'elle soit. Si les parents veulent vraiment que leur enfant soit épanoui, qu'il soit en bonne santé, qu'il réussisse à l'école, qu'il ait des bonnes relations et qu'il soit heureux ou heureux, c'est important qu'elles et ils acceptent la sensibilité de leur enfant telle qu'elle est, sans aucun bémol, sans aucune restriction. Leur enfant est sensible, c'est comme ça. Après, ce qui fonctionne très bien avec les enfants sensibles, c'est de les encourager, de les féliciter, de les écouter, de les laisser tranquilles, parce que ça, Hélène Aron a bien insisté là-dessus, elle a raison. Les enfants très sensibles n'aiment pas être observés. Ouais. Ils ont besoin de faire leur vie dans leur chambre, dans le jardin, dans la rue, s'ils ont le droit d'aller dans la rue, etc. Ou avec leurs copines et leurs copains au téléphone. Ou... Ils ont besoin de pouvoir faire leur vie et leurs devoirs tranquilles, et simplement de savoir que papa et maman sont là quand j'en ai besoin. Quand j'ai besoin d'un conseil ou de parler ou de demander de l'aide pour les devoirs ou autre chose, je sais que je peux aller voir maman, je sais que je peux aller voir papa pour demander de l'aide, et à ce moment-là, ça marche très bien. Donc, on les encourage, on les félicite, on les écoute, ces enfants très sensibles. On les laisse tranquilles, on leur dit quand tu as besoin de moi, je suis là, je viens t'aider. Et on leur laisse s'exprimer, que ce soit les émotions, les intuitions, la créativité, même si ça nous paraît farfelu, c'est farfelu peut-être à nos yeux, mais pour eux, c'est leur façon d'être. C'est leur être. Ils ne peuvent pas être autrement. Donc ils ont besoin de pouvoir l'exprimer. Et plus ils l'exprimeront avec liberté, mieux ils seront. Ils seront en bonne santé, ils seront épanouis, réussiront à l'école à leur façon. Ils n'ont peut-être pas les meilleures notes en maths, hein, mais ils réussiront à l'école à leur façon. Et ils ont de belles amitiés, beaucoup plus tôt que nous qui avons galéré pour trouver les bons amis. Exactement. Et je vous pose une dernière question, après je vous libère. J'ai le temps, Sarah, j'ai le temps. Moi, Oui, j'ai je un peux répondre à meeting toutes les questions. à 13h, voilà, ce sera ma contrainte. C'est juste par rapport au travail, j'ai vu des questions, je regarde aussi en même temps, et c'est vraiment c'est un gros challenge. Il y a une personne qui disait vers quel métier s'orienter. Bon, j'ai réponse à la question, mais je vais reformuler peut-être comment faire accepter sa sensibilité au travail. Alors, Sarah, puisque vous avez répondu à la question, je vous laisse répondre. Oui, alors moi, ce que je dirais, c'est que pour moi, le métier idéal n'existe pas. Donc voilà, ça, il faut arrêter avec ce mythe, mais de se dire, en fait, moi, qu'est-ce que je fais justement pour m'assumer tel que je suis? Parce que ce qui se passe en fait au travail, c'est que les personnes, et pour avoir été, hein, pour avoir été salarié, je sais comment ça se passe, c'est qu'on va dire, OK, c'est bien que je vais être différent. Là, je vais pas rentrer dans un moule et on va me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc moi, je pense que chercher un métier où la sensibilité pourra être brillée au grand jour, c'est faux, c'est pas forcément la bonne recherche, c'est se dire comment je fais moi pour m'accepter. Et même au travail, d'arrêter de faire semblant et de me dire, OK, si j'ai envie de pleurer, j'y vais. Parce que souvent, les personnes, en fait, c'est un peu
la politique, enfin, c'est un peu la peur en fait qui règne aussi en entreprise. Les personnes ont peur de se faire virer, mais je suis certaine que les personnes, si elles ont envie de pleurer, qu'elles le font, qu'elles assument qui elles sont clairement, et ça va libérer la parole auprès d'autres personnes qui réprimaient leurs émotions. Exactement. Vous avez 1000 fois raison, Sarah, vous avez extrêmement bien répondu. Félicitations. Donc c'est tout à fait ça. Et je dois dire que si vous vous faites virer de votre travail parce que vous pleurez, eh bien c'est un cadeau de la vie. Heureusement que vous vous êtes fait virer de votre travail parce que vous avez pleuré. Ça veut dire que ce travail n'est absolument pas fait pour vous. Cette entreprise ou cette administration ou cet endroit, ce lieu n'est absolument pas fait pour vous. Et qu'avec votre grande sensibilité, vous pourriez vous développer, vous épanouir et aider les autres beaucoup mieux ailleurs. Donc surtout la peur. Finalement, avoir peur d'être viré, avoir peur d'être licencié, c'est finalement peut-être le signe du désir de partir. Je ne me Ouais. sens pas bien dans cette entreprise, donc je souhaite en partir. Et il vaut mieux écouter le désir de partir que la peur d'être viré. Parce que le désir de partir vous permet de comprendre quel est votre vrai projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre en tant que professionnel dans votre vie active, et là où vous avez vraiment envie de le vivre et avec qui vous voulez vivre ce projet, et vous allez vous y épanouir. Donc finalement, renverser la peur en désir et en projet professionnel. Ouais, très juste. Merci infiniment. Et j'ai une question, parce qu'après, du coup, je vais être en retard avec ma cliente, sinon. C'est parce que les personnes peut-être qui nous suivent, qui regardent cela, mais qui regarderont en replay, ne savent pas, l'Observatoire de la sensibilité. Journée mondiale de la sensibilité. Qu'est-ce que c'est? Faites du teasing, Saverio, nous sommes très intéressés. Non, je ne vais pas faire trop de teasing parce que moi en ce qui me concerne, j'aime la discrétion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques années, je voulais en francophonie, parce qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'études anglo-saxonnes et c'est très bien. Les anglo-saxons sont très en avance sur nous et j'en profite pour dire qu'il n'y a pas que Hélène Aron qui parle de la sensibilité élevée. Il y a beaucoup d'anglo-saxons et de scandinaves qui se sont intéressés à la sensibilité élevée et qui en parlent de façon magnifique. Donc je voulais créer un observatoire, donc un lieu, une instance qui récolte toutes les informations existantes en francophonie, donc en français, sur la sensibilité élevée pour que nous puissions avoir suffisamment d'informations intéressantes sur la sensibilité élevée ou l'ultrasensibilité ou la haute sensibilité. Et j'ai créé cet observatoire en 2016. J'ai été accompagné dans cette création par une femme formidable qui s'appelle Marie-France de Palacio, qui a écrit 3 livres merveilleux sur la sensibilité élevée. Marie-France de Palacio, qui est linguiste et professeure de lettres. Il se trouve que Marie-France, elle a des soucis de santé, donc elle a dû se retirer de l'observatoire assez rapidement. Mais enfin, on a créé l'observatoire. On a soutenu l'idée qu'il fallait parler d'ultrasensibilité parce que le préfixe hyper en français, c'est un préfixe qui est dévalorisant, qui est péjoratif. Et qu'en plus, le terme hypersensibilité, c'est un terme qui vient du monde médical, où hypersensibilité, ça veut dire allergie, ça veut dire intolérance, et c'est sur toutes les notices de médicaments. Donc, on n'a pas du tout intérêt à s'appeler hypersensible, je vous assure, sinon on va finir avec des médicaments. Donc, il vaut mieux dire je suis ultrasensible, ou je suis hautement sensible, ou je suis très sensible, ou je suis une grande sensible ou un grand sensible. Et il commence à y avoir en francophonie une autre appellation qui est haut potentiel sensible. Les hauts potentiels sensibles, ce sont les personnes ultra sensibles, les personnes comme vous et moi qui sont très sensibles. Donc choisissons des façons de parler de nous qui soient valorisantes. Haut potentiel sensible, c'est valorisant. Ultra sensible, c'est très valorisant. Donc voilà. Et cet observatoire, il est là pour maintenant nous donnons des formations pour les thérapeutes qui veulent se spécialiser dans la sensibilité élevée. Nous apportons toutes les informations qui sont disponibles par des articles. Il y a la journée de la sensibilité le 13 janvier. Il va même y avoir à partir de 2022 la semaine de la sensibilité autour du 13 janvier parce qu'il y a tellement de personnes qui sont intéressées par la sensibilité élevée, tellement de personnes qui parlent bien de la sensibilité ou de la sensibilité élevée que ça devient une semaine de la sensibilité. Donc voilà, nous faisons toutes sortes de choses à l'Observatoire pour vous aider, vraiment pour vous aider concrètement à bien vivre votre sensibilité, surtout si c'est une sensibilité élevée, comme on vient d'en parler là pendant ce live.
Et mille merci à chacune et à chacun. Et merci à vous infiniment, Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toutes les personnes qui ont beaucoup interagi et beaucoup de commentaires. On n'a pas pu tout lire, mais voilà, vous nous avez apporté beaucoup d'informations concrètes à pratiquer dès à présent. Et surtout, si ce live vous a plu, partagez-le parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leur force, qui se disent je suis sensible, mais je ne suis pas normale, j'arrive pas à trouver ma place. Donc allez-y, faites partager ce message et puis aussi Saverio. Donc, je pense que tout le monde va se procurer votre livre, Lettre ouverte aux âmes sensibles. Voilà. Moi, j'en ai lu un. C'était pas celui-ci, mais voilà. Merci à Sinon, vous. sinon, il y a le roman. Sinon, il y a le roman à fleur de peau. Si certaines personnes n'ont rien lu sur la sensibilité élevée, on peut commencer par un roman que j'ai écrit qui s'appelle À fleur de peau et qui est la façon la plus facile d'entrer dans cet univers. D'accord. Très bien. Merci à vous. Prenez soin de vous. Assumez Merci. votre sensibilité pour toutes les personnes qui regardent le live et qui regarderont en replay. Ne vous cachez plus. Nous avons besoin de vous. Voilà. Exactement. Très bonne journée à vous toutes. Et Merci. puis merci encore, Merci. Saverio. Merci, Sarah. À très bientôt. Au revoir.